Pour cette première session du mois du Scrum Master, nous vous proposons un petit Scrum Quiz. Et pour ce Scrum Quiz, vous allez avoir 3 intervenants. Isabelle, à ma droite, moi-même, et Clément, qui va nous rejoindre dans la salle d'ici quelques minutes. Donc Isabelle et moi, on va vous animer un petit jeu. Donc on va commencer par un petit Scrum Quiz à la lettre. Après, on va aller un petit peu dans la zone, dans les tranchées. Et Clément prendra quelques minutes pour vous parler d'un sujet un petit peu mystérieux, mais sur lequel vous avez déjà un petit teasing. Ceux qui ont l'oreille musicale reconnaîtront peut-être la référence. Du coup, pour le programme de ce soir, il y a un petit prérequis pour jouer. Je ne suis pas trop inquiète, mais est-ce que tout le monde a bien un téléphone portable avec de la batterie sur soi? Cool, vous pouvez les sortir, ça va être votre jouet pour les 40 minutes qui vont arriver. Donc déjà, pour vous connaître un petit peu mieux, et pour pouvoir adapter aussi nos réponses, puisqu'il y a des quiz, donc il y a des bonnes, des mauvaises réponses, il peut y avoir des débriefs, des interactions, donc n'hésitez pas. Je voudrais savoir qui est Scrum Master actuellement. Cool. Qui est là pour découvrir ce que c'est le Scrum Master? Super. Et qui est là pour une raison que je n'ai pas encore citée? Est-ce que c'est la bière? Bon, ouais, vous êtes tous au bon endroit, c'est génial. Donc, je restitue un peu ce que j'ai vu. Il y a une majorité de personnes, bien 60-70% de la salle qui est Scrum Master en poste. Il va y avoir une trentaine de pourcents à peu près pour des personnes qui souhaitent découvrir. Et il y a les autres. Alors, il va falloir s'habituer à cette petite musique parce qu'elle va rythmer notre quarantaine de minutes à venir. Ça fait partie du jeu. Mais on va baisser le son parce que c'est un peu stressant quand même. Donc on va partir pour une première série de questions. Donc vous inquiétez pas, on n'en a pas prévu 50 000. On a prévu une dizaine de questions par module. Donc le premier module à la lettre et le deuxième dans les tranchées, donc plutôt au quotidien. Donc pour rejoindre cette salle de jeu virtuelle, vous pouvez vous pouvez aller sur le site internet de Kahoot.it. Et la première interface que vous allez trouver va vous demander un code PIN. C'est le code qui est inscrit en grand. On peut aussi télécharger l'application en local sur son téléphone, c'est pas interdit. Donc la prochaine étape, ça va être une question pour du beurre, comme on peut dire, juste pour s'habituer au gameplay. Parce que vous allez voir que vous allez avoir la question affichée dans un premier temps. Ensuite, vous allez avoir les réponses possibles et vous allez devoir répondre sur votre téléphone. Donc pour pouvoir s'habituer, on a mis une question de test. Vous ne gagnerez pas de points sur cette question, donc vous ne pouvez pas mal répondre. Par contre, sur la suite, il y a des points à gagner. Et je vous donne une petite astuce. La rapidité compte dans le nombre de points. Donc en fait, à chaque question, on va avoir un petit classement avec le top 10, il me semble, des personnes. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont en difficulté pour rejoindre la salle de jeu virtuelle? Tout le monde y est? On commence? Allez, c'est parti. C'est bon pour tout le monde? Sûr, parce qu'après, on peut plus se connecter. On peut plus rejoindre. On attend encore quelques secondes. Donc vous allez voir que vous allez avoir cette fabuleuse petite musique tout du long. C'est pour se mettre un petit peu dans le bain. Mais pas que cette petite musique. Donc essayez de faire abstraction quand même. N'oubliez pas le titre des 2 modules.
Allez, c'est parti pour la première question de test. La question, les réponses. C'est bien d'avoir fait une question de test. Ah, c'est mieux. Je sais pas. Alors, il y en a qui peuvent peut-être se mettre de ce côté-là, s'ils veulent. Pas tout le monde a gagné. Donc on a la tendance des réponses juste après, avec les bonnes et les mauvaises réponses également. Hein, elles ne seront pas toujours toutes bonnes. Et ensuite, on va pouvoir regarder le petit classement. Donc c'est là où on va pouvoir débriefer un petit peu sur les différentes réponses. N'hésitez pas à poser des questions, à dire que vous n'avez pas compris ou vous n'êtes pas d'accord. On est là pour débattre un petit peu, c'est ça qui est fun. Vous êtes prêts pour rentrer dans le vif du sujet, là? Oui. On sort de l'entraînement? Ouais. Allez, c'est parti. Bah, Chris était en tête. Bravo. Bravo pour la rapidité. Allez, je te laisse, Morgane. C'est parti. Scrum est une mêlée en rugby, ou n'est pas, un framework agile, une méthode agile. Donc effectivement, en traduction française, le Scrum c'est une mêlée en rugby, si vous ne saviez pas. Ou n'est pas, parce que soit on est dans le cadre Scrum, soit nous ne sommes pas du cadre Scrum. Mais il n'y a pas de gris possible sur ce sujet-là. Un framework agile, effectivement, c'est un cadre de travail, mais ce n'est pas une méthode agile. Ce n'est pas une méthode agile parce qu'une méthode induirait que si on la déroule pas à pas parfaitement, le résultat obtenu à la fin est le même. Sauf que on sait qu'on doit s'adapter au quotidien et qu'il n'y a pas de recette magique. Donc du coup, la recette de cuisine doit être adaptée. Et donc c'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas une méthode agile. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir ? Ça va? Ça monte un peu en difficulté après. Super. Next. Bravo Dimitri. Pierre n'est pas très loin. Hein. Donc c'est la rapidité qui donne les points aussi. Dans Scrum, il y a des artefacts, des joueurs, des rôles ou des cérémonies. Et ouf. Est-ce que quelqu'un a une idée sur pourquoi il n'y aurait pas de cérémonie en artefact Scrum, enfin en Scrum? Ouais, donc on parle de rituel à ma gauche. Je crois que j'ai entendu un « je suis pas d'accord ». Ouais. Pourquoi tu es pas d'accord? Ou pas? Est-ce que quelqu'un a une petite idée? Une autre? Alors là, je vous avais prévenu, hein, à la lettre, dans le guide Scrum, il n'y a pas de cérémonie, il y a des événements. Eh oui. L'intérêt derrière, c'est que donc les mots n'induisent pas la même signification. Parfois, l'aspect cérémonial peut être, peut induire une sorte de rigidité, un peu l'ayatollah, de l'agilité, tous ces termes-là que vous avez pu entendre, alors que des événements,
c'est ponctuel, c'est répétitif, ça permet justement de réduire la complexité du cadre de travail, et puis surtout en ritualisant, ça permet d'éliminer pas mal de réunionites aiguës. Donc voilà pourquoi on ne parle pas de cérémonie mais plutôt d'événements. Et parfois la puissance des mots peut jouer sur la compréhension de la personne en face. Belle remontée. Quel est l'objectif principal de la définition de fini? Permet à chaque équipier de savoir où s'arrêter, donne la transparence sur le sprint en cours, permet au product owner de valider les user stories, permet à la dev team de se protéger des changements du product owner. Est-ce que quelqu'un a une idée sur pourquoi la définition de fini ne permet pas au PO de valider les US et ne permet pas non plus à la dev team de se protéger des changements du product owner? Pour valider des user stories, ça se passe en revue de sprint. Ok. Une autre hypothèse? C'est les développeurs qui savent exactement quand est-ce qu'ils ont terminé leur travail, ok. Effectivement, il n'y a pas les... Effectivement, il y a certaines équipes qui incluent le test des user stories pendant le sprint. Quelqu'un d'autre? Alors, du coup, on va prendre de l'autre côté. Effectivement, la définition de terminer, ça permet aux développeurs de savoir quand s'arrêter pour ne pas faire de la surqualité ou pour ne pas aller au-delà du besoin et de la valeur qui est attendue dans le sprint. Et ça permet également de donner de la transparence, justement, puisque elle est partagée aux yeux de tous. Et c'est un petit peu une poignée de main entre l'équipe et le product owner par rapport à la qualité, enfin à ce que l'incrément produit en fin de sprint va pouvoir donner. Du coup, si on permet au PO de valider les user stories, la zone de responsabilité de l'équipe est quand même assez réduite, pas très intéressant. Et les changements du product owner pendant le sprint peuvent être très 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 bénéfiques. En fait, ça peut être des simplifications. Ça peut être des améliorations de valeur suite à des propositions de la dev team, puisque même si on fait un petit changement sur une user story, il faut quand même mettre un petit peu à jour la base de connaissances. Et surtout, un sprint, on ne s'engage pas sur des user stories, on s'engage sur un objectif de sprint. Donc c'est l'objectif de sprint qui prime. La qualité de l'incrément en sortie également, avec la transparence sur la definition of done. Mais s'il y a des changements à faire sur les user stories, c'est pas interdit. Au contraire, ça peut être une très bonne chose pour l'équipe et le produit. Parce qu'à partir du moment... Alors, la question, pardon, pour ceux qui n'ont pas entendu, c'était pourquoi ça donne de la transparence sur le sprint en cours. Tout simplement parce qu'en daily meeting, on va venir suivre l'avancée du sprint. Et au moment où un membre de la dev team va passer sa story à terminer, le product owner saura qu'elle est terminée avec l'ensemble des items qui ont été définis. Et des critères qu'a défini l'ensemble de l'équipe. C'est ça.
Donc c'est la transparence sur l'avancement du sprint en cours et l'avancement de l'incrément. Oui, exactement. Oui, pour valider les US, on a les critères d'acceptance après. Est-ce que quelqu'un a une autre explication? Parce que c'est vrai que j'ai la mienne, mais il pourrait y en avoir d'autres. Quelqu'un veut compléter? Des remarques, des questions? Allez-y, hein. On aurait dû faire boire les bières avant. Ouais. Ok, on passe à la suite. Jeffries. Pourquoi le Daily Scrum se tient toujours au même endroit et à la même heure? Parce qu'il est difficile de réserver les salles, car le Product Owner est peu disponible et il faut faciliter son agenda, parce que c'est plus simple, moins complexe, parce qu'il y a un seul management visuel. Effectivement. La seule raison, c'est que c'est plus simple. La répétitivité de l'événement fait que c'est moins complexe. Est-ce que quelqu'un a une idée sur pourquoi les autres réponses ne sont pas valables? Allez, vous êtes un peu timide. Notamment la verte. Oui, sur le management visuel. On n'est pas obligé d'avoir un board physique, c'est vrai. Et puis ça serait même compliqué d'avoir un board physique avec des équipes qui ne sont pas tout le temps colocalisées. Ok. Peter Parker est en train de remonter dans le classement assez sérieusement. Il grappille des points. La dev team se rend compte qu'elle ne peut pas achever son objectif de sprint. Que fait-elle? Elle prévient le product owner pour négocier le scope de l'objectif du sprint. Elle prévient le management pour anticiper les retards. Elle prévient le product owner pour négocier le périmètre de certaines user stories. Ou elle prévient le Scrum Master pour qu'il trouve une solution. Alors pourquoi, selon vous, la réponse rouge n'est pas valable? On peut peut-être passer le micro. On aurait dû donner le micro, c'était une bonne réponse. Est-ce que tout le monde a entendu ou pas? Est-ce que ça te dérange de répéter? Tu l'as si bien expliqué. Je disais qu'en fait, le problème que je vois à négocier le sprint goal, c'est qu'on remet en cause l'engagement de l'équipe. Et s'il y a un sprint, on remet en cause le sprint goal. Ça veut dire qu'on peut le faire au prochain et au suivant. Et ça, je pense qu'il faut absolument l'éviter. Il faut vraiment garder cette notion d'engagement. Versus se dire qu'en fait, dans le nombre d'US qu'on a mis par atteindre ce sprint goal, peut-être qu'en fait, on peut gratter un peu et trouver des choses qui ont moins de valeur et toujours atteindre le sprint, mais en enlevant des US. Soit des choses qui ne sont pas liées au sprint, parce qu'en fait, on s'était dit qu'on allait le faire en plus, soit parce que finalement, elles ne sont pas si essentielles que ça. On n'a rien de plus à ajouter. Est-ce que quelqu'un souhaiterait ajouter quelque chose sur une autre réponse, sur le management, par exemple? Moi j'ai vu une question. Qu'est-ce que c'est s'il n'est pas dans le sprint ou qui a moins de valeur parce que c'est des choses en plus? Ça signifie quoi? On a dit qu'on pouvait gratter sur les choses qui avaient moins de valeur ou qui n'étaient pas dans le sprint. Goal. Tout le monde a entendu la question?
Cool. Non. Qu'est-ce qu'on peut enlever en général donc par rapport à l'apport de valeur, mais également à l'objectif de sprint. Donc il y a deux questions. Donc la première partie, c'est qu'effectivement, quand on lance un sprint, on priorise le backlog de sprint principalement par la valeur, mais aussi après négociation avec la dev team et le product owner par les contraintes. C'est le plan pour réaliser le sprint. Donc naturellement, quand on voit que une team ne peut pas forcément y arriver et qu'il faut enlever, il y a des choses qui ne seront pas terminées, on commence par regarder ce qui aurait le moins de valeur. Donc ça, c'est la première chose. Néanmoins, l'équipe doit quand même réussir son objectif de sprint. Donc c'est pour ça qu'en général, quand on lance un sprint, un product owner arrive avec un objectif fonctionnel, pas en termes de points. On ne demande pas à l'équipe de s'engager à réaliser sa vélocité constante, et on ne demande pas non plus à l'équipe de s'engager sur un certain nombre d'US précises. C'est vraiment l'apport de valeur à l'utilisateur final qui va compter. Mais, excusez-moi, on dit qu'il y a un apport de valeur, mais dans beaucoup de parcours, ça va être des épiques qu'on va du coup découper en différentes user stories, et du coup mon objectif, ma fonctionnalité, elle sera faite qu'au bout de 4 sprints. Du coup, à chaque sprint, j'ai qu'un micro-bout de la fonctionnalité, donc je peux pas dire j'ai priorisé en fonction du fonctionnel, vu que de toute façon, la fonctionnalité ne sera pas terminée. Enfin, c'est tout l'objet du découpage. Ouais, effectivement, tu as raison. Quand on a des gros morceaux de fonctionnalité, une granularité épique par exemple, on a besoin de découper pour faire entrer dans différents sprints. Mais malgré tout, le fait de faire 4 sprints par exemple, pour arriver à délivrer la valeur attendue pour enclencher la mise en production, par exemple, tu as bien une sorte de stratégie. Et c'est là où est toute la difficulté, en fait, pour le product owner. C'est pas un exercice facile, c'est de donner du sens à l'équipe sur ce qu'ils vont faire, donner du sens à l'incrément et du coup donner un objectif de sprint pour cet incrément, de manière à justement, en 4 sprints, arriver à délivrer le maximum de valeur de l'épique, tout en pouvant amorcer quelques changements. On n'est pas à l'abri d'avoir des très bonnes idées, par exemple au sprint 2, qui pourraient apporter beaucoup de valeur à l'épique, tout comme on n'est pas à l'abri d'avoir un changement de besoin utilisateur final au 3e sprint, et du coup de devoir descoper certaines choses de l'épique. C'est pour ça qu'on va essayer vraiment d'exprimer les choses en termes de fonctionnalité, d'impact, de ce qu'on va mettre dans les mains de l'utilisateur final, plutôt que figer le périmètre. On va être vraiment sur le pourquoi on fait les choses et pas le quoi à ce niveau-là. Oui. Et puis, quand vous découpez votre épique en story, votre but, c'est de valider un feedback, d'avoir un feedback à la fin de la démo. Et c'est ce feedback qui est votre valeur à chaque... Même si vous n'avez pas le parcours complet, vous avez découpé avec une stratégie, comme disait Morgane, et vous allez récupérer un feedback qui vous permet de vous valider que vous êtes toujours dans la bonne direction. Ou de ne pas valider, de faire les ajustements nécessaires le plus rapidement possible. Mais en tout cas, d'un point de vue de motivation, pour donner aussi du sens au quotidien, l'objectif de sprint est vraiment intéressant, parce que quand il y a un choix à faire dans l'équipe, justement, on va se demander à chaque fois est-ce que ça sert ou est-ce que ça dessert l'objectif de sprint, et c'est aussi un accélérateur de prise de décision. Est-ce qu'en négociant le scope de certaines US, ça change forcément le scope du sprint, du but du sprint, non? Parce qu'on est plusieurs à mettre, on est 22 à avoir cette réponse, dont moi. C'est ma première mauvaise réponse. Et, bon, bref, passons. Mais vraiment, une question sérieuse. Si on négocie le scope de certaines US, ça change le périmètre du sprint aussi. Ça change son périmètre, concrètement. Maintenant, est-ce que ça change l'objectif? C'est là, en fait, où toute la difficulté est, c'est que l'objectif, c'est le pourquoi on fait les choses, alors que le périmètre, on est déjà dans le quoi. Donc, du coup, parfois, il y a des choix difficiles à faire, et du coup, on vient se rattacher à pourquoi on fait les choses pour arriver à amputer, on va dire, une partie de la complexité de l'effort qui reste à fournir pour terminer le sprint.
Donc, pour donner un exemple concret, ce qui n'est pas évident, là tout de suite, comme ça, j'en avais pas préparé. J'ai compris la réponse. Oui, mais c'est pertinent. Bon, okay. Ça sera un sujet de discussion après. Ouais, c'est ça, comme ça laisse le temps de trouver un exemple. Merci. Avec plaisir. Waouh, remontée fantastique. Olive et Jade prennent la tête. Bravo. C'est pas top. Allez, on avance parce que je crois qu'on prend un peu tard. Laquelle de ces propositions sont des artefacts Scrum? La definition of done, l'incrément produit, le product backlog, le management visuel. Scrum à la lettre. Pas mal. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien d'artefacts Scrum il y a? 3. Yes, 3. Est-ce que vous connaissez l'artefact manquant? Yes, le sprint backlog. Effectivement, la definition of done et le management visuel, ce sont des outils, des aides, mais ce ne sont pas des artefacts Scrum. Il n'y a pas de point supplémentaire pour cette question. Désolée. Jade. Quand est-ce qu'un développeur est le seul maître d'un item du backlog? Quand il le développe? Jamais. Quand il lui est attribué? Ou quand il l'a fini? Quelqu'un a envie de nous expliquer sa vision du pourquoi? C'est fondamentalement collaboratif. Il n'est pas seul, il n'est jamais seul. C'est vrai. On travaille en équipe. Bravo à Jade. Le directeur ou les CEO demandent un petit dev rapide directement à un développeur. Que fait-il? Le développeur lui dit d'aller voir le product owner. Le développeur comprend le besoin et l'ajoute au backlog produit pour le product owner. Il le fait, après tout, c'est son directeur. Ou non, merci. J'aime bien non merci, moi. Alors, en vrai, non merci, ça pourrait être valable, mais c'est quand même pas très pédagogique. Bon. Du coup, on va plutôt préférer le renvoyer vers le product owner qui est le responsable produit et qui, du coup, est le seul responsable du backlog. Effectivement, tout le monde peut proposer des idées à ajouter au backlog, mais tout le monde. Mais c'est le product owner qui le matérialise directement dans le backlog. On aurait parlé d'une boîte à idées, par exemple, ça aurait pu rentrer, mais là, le backlog, c'est vraiment le product owner. Pas d'autres questions? Il y a encore 2 questions. Donc là, il y a 2 réponses. Je vais donner un petit indice. Si plusieurs équipes travaillent sur un seul produit, il y a un seul product backlog, un product backlog par team, un sprint backlog par team. Est-ce que quelqu'un pourrait nous expliquer pourquoi il n'y a pas un product backlog par team? Un seul produit. Effectivement. Un backlog. Plusieurs backlogs de sprint.
Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord ou souhaiterait poser une question pour qu'on creuse un peu l'explication? Non? Ok, rendez-vous à la bière du coup. Je ne sais pas depuis quand le Scrum Guide parle d'agilité à l'échelle, enfin avec plusieurs équipes, mais en tout cas maintenant il rajoute cette notion-là. Ouais, sur la toute fin du Scrum Guide, effectivement, il y a une partie, il y a aussi une partie intéressante sur du coup comment ça se passe quand il y a plusieurs product owners, ceux qui sont dans ce cadre-là. Ouais. Sur le terrain, je connais pas, donc je suis preneuse d'informations, je ne connais pas d'outils, parce qu'on a des équipes distribuées, je ne connais pas d'outils qui permettent d'avoir un seul product backlog, mais plusieurs sprint backlog différenciés par équipe. Jira. Alors Jira, on a un product backlog avec une petite config particulière, ouais, ça se fait très bien. Pas de contentieux. Ça se fait très bien. Azure DevOps. Pardon? Azure DevOps le fait très bien. Azure DevOps également. Quelqu'un a un autre produit? Parce que c'est vrai que Jira, ça a quand même un certain coût. Oui, j'allais le dire. Excel dans un Google Doc. Il y a un petit creux qui s'est formé. C'est la dernière question, je crois. Ouais, donc c'est le moment de gagner. À vos... Si elle se trompe, et si vous êtes rapide, peut-être. Il y a moyen de reprendre la tête. Vous êtes prêts? Allez. Le Scrum Master doit veiller à l'avancement de la résolution des problèmes, gérer le timeboxing des réunions, organiser les réunions et réserver les salles, être le seul point de contact avec l'extérieur. N'oubliez pas l'intitulé. Effectivement. Si on devait résumer le rôle du Scrum Master à une phrase, vraiment le nerf de son quotidien, c'est de veiller à la résolution des problèmes. Pour le timeboxing des réunions, il est vrai qu'au quotidien, il y a un petit peu ce travail-là à faire avec les équipes, mais la cible, en fait, c'est de rendre les équipes autonomes. Et donc, du coup, c'est comme dans le Scrum Guide, on parle souvent de la cible, puis après, on a un long chemin à parcourir avant de trouver cette cible. Du coup, on reste juste sur la résolution. Organiser les réunions et réserver des salles. Tout le monde peut le faire, non? Et être le seul point de contact avec l'extérieur, pas forcément. Ça serait coupé de beaucoup de feedback et puis ça pourrait créer un certain nombre de problèmes. Et puis d'ailleurs, je pense qu'il se transformerait rapidement en secrétaire et se mettrait à réserver les salles de réunion et les réunions. Et puis on serait plus agile parce qu'on serait plus du tout dans le manifeste agile qui dit de favoriser les communications. Ça passe. Exactement. Voilà pour cette première session du Scrum Guide à la lettre. Alors, qui a gagné? Et nos grands gagnants sont... Eh oui. Bravo. Avec une remontée fantastique des Céline et EOS 974, non? Je ne les avais pas vus avant, je crois. Moi non plus. Levez-vous les trois sur le podium. Oui. Quels sont les gagnants? Yeah. Ah, il en manque un? Et le troisième?